Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Maison de la littérature, bienvenue à cette rencontre avec Denise Desautels, rencontre qui a lieu dans le cadre du 16e Festival Québec en toutes lettres. Je m'appelle Valérie Fogg, je suis autrice, commis conseil dans cette somptueuse bibliothèque, mais pour la prochaine heure, j'ai surtout le grand plaisir de m'entretenir avec Denise Desautels. Je vais vous présenter Denise de manière un petit peu formelle, dignement. Née à Montréal, Denise Desautels est une écrivaine engagée dans le milieu littéraire québécois et plus largement francophone, dont les livres sont marqués par sa conscience d'être une femme qui écrit et par sa passion pour les autres arts. Elle a fait paraître plus de 50 ouvrages, des recueils de poèmes, des récits, des livres d'artistes, qui lui ont valu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix du gouverneur général du Canada, le Grand Prix de poésie québécois du Festival international de la poésie à 2 reprises, le prix Athanas David. Première québécoise publiée dans la collection de poésie Gallimard avec L'angle noir de la joie, suivi de D'où surgit parfois un bras d'horizon. Elle a reçu le prix Apollinaire en 2022 pour Disparaître, un livre de poèmes écrit autour de 11 œuvres de Sylvie Cotton. Denise Desautels, dont les textes sont traduits en plusieurs langues, fait partie du comité femmes du Centre québécois du PEN international et du Parlement des écrivaines francophones, membre de l'Académie des lettres du Québec et de l'Ordre du Canada. Elle a été nommée chevalière de l'Ordre national du Québec en 2022. En avril dernier, Elle, Ulysse, son plus récent livre, paraissait avec des œuvres de Stéphanie Béliveau. Ouf! Denise, bonsoir, bienvenue. Merci Valérie. Merci à vous d'être là. Comment vas-tu, Denise? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un festival littéraire articulé autour de ses propres mots? Comment dire? Il y a un mot que j'ai souvent répété dans ma vie. Émotion, c'est d'abord ça. Je suis émue, vraiment. Je vais me reprendre. Donc, on l'a dit, le thème... Et heureuse, bien sûr. Le thème du festival cette année, c'est l'autre qui bat en nous. C'est un vers qui est tiré de ton livre Disparaître. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre-là, de Disparaître, puis aussi de comment ces mots-là résonnent en toi quelques années après la sortie du livre? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'autre qui bat en nous? Disparaître, c'est ce livre qui a eu 2 présentations visuelles différentes. En fait, le texte est le même, mais selon qu'il était publié en France ou au Québec, on n'avait pas choisi la même image de Sylvie. Au Québec, c'est le crâne à l'eau bleue, à l'encre bleue. En fait, c'est la revue Relations, Jean-Claude Ravet, j'allais dire la défunte, mais on fait tout pour la faire revivre, cette revue. Qui m'avait téléphoné un jour de 2017, je crois, pour me demander si je voulais être écrivaine en résidence l'année suivante à la revue et d'écrire 6 textes de 700 mots. 700 mots, quand on est journaliste, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand on est poète, puis qu'on a accepté plein de commandes et tout, j'ai répondu oui, puis refermant l'appareil, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Comment je vais pouvoir y arriver? Et puis, il y a des belles choses dans la vie qui se passent. Je venais justement à Québec pour la Biennale d'art contemporain cette année-là. Et je suis passée par le Musée national des beaux-arts du Québec, où il y avait une expo avec des œuvres qui étaient de la collection, qui avait pour titre Vanité. Et donc, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 30 ou 40 œuvres, je ne me souviens plus très bien. Mais il y en avait une qui m'interpellait, que j'avais pourtant déjà vue, mais que j'avais oubliée. Celle, justement, de Sylvie Cotton, qui est... moi, j'ai toujours dit que c'est un miroir sans teint. Et 2 ou 3 ans après, Sylvie a fini par me dire non, Denise, c'est tout simplement un encadrement dans lequel j'ai déposé 2 tiers du contenant de cendres. Et donc, le titre de cette œuvre-là, titre éponyme, Disparaître, avec de la série Rester, partir. Et je dois dire que ça a été un véritable coup de foudre et que j'ai cru à ce moment-là à la contrainte que j'avais acceptée, au contrat et tout.
Dès ce moment-là, j'ai eu envie d'écrire. Je savais que si Sylvie me donnait la permission, si j'avais accès à l'œuvre, je pourrais les faire, mes 700 mots. Je croyais qu'à chaque numéro, je changerais d'artiste. Et puis, Sylvie était tellement emballée elle-même par le projet. Je suis allée chez elle. Elle a sorti plein d'œuvres qu'elle avait déjà faites. Et en fait, on était comme deux petites filles, même si elle a peut-être 40 ans de plus jeune que moi. Mais bon, ça a été très beau entre nous. Et puis, finalement, on a fait les 6 ensemble. Et puis, on a eu envie de faire un livre. Donc, on en a ajouté 5. Il y a donc 11 chapitres dans ce livre-là, qui sont dans l'ordre tel qu'ils ont été écrits. Mais chaque fois, j'envoyais le texte à Sylvie en disant « Est-ce que ça te va ?» Des fois, elle me disait « Je ne suis pas sûre que je comprends, mais ça me va très bien. » Mais comme on ne comprend pas toujours l'œuvre de l'artiste non plus, on ne sait pas toujours les motivations de départ, mais on a donc travaillé ensemble très... Voilà, ça a été une rencontre éblouissante et qui, pour moi, est très importante. Est-ce que ça répond à ta question? Ben oui, mais puis l'autre qui bat en nous, pour toi, ça veut dire quoi? Oui. Ben, sûrement que ça a beaucoup de sens. Ouais. Et le fait que Julie Veillé, elle l'ait choisi, comme m'a aussi fait réfléchir à ce vers que donc j'avais écrit en 2018, qui a été publié finalement en 2021, ce livre, je crois. Alors, au départ... Bon, peut-être parce que je travaillais avec Sylvie, je me disais, quand je l'ai écrit, peut-être que c'était Sylvie. Peut-être que c'était moi aussi, parce qu'on est tous et toutes porteurs de quelqu'un d'autre en soi. Comme je l'écris dans le texte, il y a une partie de soi qui est lumineuse, mais on est tous et toutes porteurs, je dis dans ça, de celle qui avance avec une hache. Et souvent, c'est à réconcilier ces deux parts de soi. Et puis, plus largement, ben, c'est comme écrivaine, toi, tu le sais aussi, Valérie, on travaille seul dans une salle de travail ou de bureau, mais on travaille entouré d'objets. Il y a des œuvres dans ma salle de travail, il y a beaucoup de livres. Et souvent, j'en lis des extraits, même pendant que je suis dans un projet d'écriture, juste pour en saisir des mots, des vers. Et donc, toutes ces voix qui sont là sont aussi des voix qui vont m'habiter tout le long du travail, je dirais. J'ai besoin de la voix des autres. Dès mon livre, qui est mon 3e, on pourrait revenir, mais que je considère comme mon premier, publié en 1980, qui s'appelle « La promeneuse et l'oiseau ». Dans ce livre-là, déjà, je disais « à deux, c'est plus facile ». Comme si on pouvait avouer des choses, dire des choses, aller loin en soi, s'ébranler. Mais seul, il y a comme quelque chose qui ébranle trop, en fait. Et c'est important de sentir qu'il y a quelqu'un qui peut écouter, qui a une oreille, qui a l'écoute et qui a ces murmures en soi qu'on entend. Si vous avez vu le film « Les ailes du désir » dans la bibliothèque de Berlin, où toutes ces têtes qui sont penchées sur les tables entendent des murmures en lisant les livres, ben, c'est un peu comme ça que je me sens dans ma salle de travail aussi. J'ai besoin de ces murmures-là qui me disent, chacun à sa manière et dans sa langue, vas-y, plonge, avance, je suis là et je t'aide, ou celui-là, tu tomberas pas. Et si je peux continuer l'autre, peut-être que j'avais pas d'une façon aussi directement pensé à ça, mais depuis que je sais que tu vas me poser la question ou que Julie peut me la poser, je me suis dit que l'autre, c'était aussi cette diversité qui n'existait pas quand j'étais enfant. J'ai vécu dans un monde assez fermé, qui était le Québec de l'époque, sous Duplessis, dans une famille particulièrement dans le quartier de Michel Tremblay, donc un milieu plutôt fermé à tout ce qui était étranger ou à peu près, comme je le dis dans ce désir toujours, dans ce chapitre justement sur l'étranger. J'avais un oncle qui était protestant, le mari de la sœur de mon père, et ma mère me disait « Tu le dis pas, on le dit pas qu'il est protestant ». Donc même ça, c'était une étrangeté qu'on devait garder cachée.
en 1952-53. Donc, j'ai appris à m'ouvrir, à découvrir cet autre qui pourtant nous habite, qui est là et qui ne peut qu'être salutaire pour l'ouverture, le bien-être et au bout du compte pour la pensée, pour l'écriture, pour tout. Je m'arrête. Toute cette heure est à toi, Denise. Tu peux dire tout ce que tu veux. D'ailleurs, je vous dis, comme on se connaît un petit peu, on a décidé de tutoyer l'entretien. Donc, ne voyez pas une impolitesse de ma part. Puis là, on parlait de l'ordre tout à l'heure parce que mes questions sont préparées, mais on sait que l'ordre se défait. Donc, j'attrape la balle au bon tout de suite. Tu as parlé de La promeneuse et l'oiseau, qui est ton 3e livre, paru en 1980. Un livre sur lequel j'ai eu bien de la misère à mettre la patte parce qu'on ne l'a pas dans notre réseau. Mais bon, je voulais le lire parce que tu en as parlé souvent comme d'un livre important, déterminant pour toi, alors que tu avais déjà écrit 2 recueils. En quoi ce livre-là a été si tournant? Qu'est-ce qui est venu transformer dans ton écriture? Bon, comme je l'ai répété souvent, je ne suis pas une écrivaine qui a été précoce parce que j'ai eu peur de l'écriture. J'ai pris conscience un jour, quand j'étais ado et que j'ai lu Le Torrent d'Anne Hébert, sans bien saisir que le François du Torrent me ressemblait d'une certaine façon, j'ai eu peur de plonger, j'ai eu peur d'aller trop loin et je me suis fermée pendant plus d'une dizaine d'années à tout ce qui pouvait m'écorcher ou réveiller la petite bombe que je portais en moi. Puis si elle sortait, elle allait éclabousser l'humanité tout entière après m'avoir éclaboussée. Donc, c'était très dangereux. Évidemment, je mets des mots sur ça maintenant. Probablement que je ne les aurais pas mis à 15 ans ou 20 ans ou 25 ans. J'ai mis du temps à y arriver. Et les 2 premiers livres que j'ai écrits, bon, je partais de certains textes, mais j'avais arrêté aussi de lire tout ce qui pouvait, à mes yeux, être dangereux. Donc, je m'étais coupée de toute la littérature contemporaine, ou à peu près. Mes références étaient ce que j'avais étudié quand j'étais au collège classique, parce que je suis d'avant les cégeps, à l'université en licence, en maîtrise et tout. Et puis, après les 2 premiers livres, qui ont été acceptés. Je remercie les éditeurs et éditrices du Noroît de les avoir acceptés, même si moi je les renie maintenant, mais parce qu'ils sont surtout écrits avec une voix qui est une voix poétique, mais à la limite une voix poétique, j'allais dire anonyme. Il fallait que je trouve la mienne de voix, que j'arrive à être moi, être capable de faire, comme le dit France Théoret, avancer avec une écriture qui nous sort de ce milieu d'où on vient, qui est celui de la mort, qui est porteuse dirait aussi Annie Ernaux, d'un couteau, qui tranche, Et ça, je n'avais pas été capable de le faire. Alors, les premiers livres sont plus doux, disons, plus poétiques. Voilà. Mais il n'ébranlait rien en moi. Et je me dis que pour écrire, pour que ça ait un sens d'écrire pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans et continuer, il faut que quelque chose soit ébranlé. Il faut qu'on arrive à s'étonner soi-même. Sinon, on refait le même livre, on sait écrire. Donc, on peut réécrire des vers, et puis ça sonne bien, puis ça chante, et puis quelqu'un les publie, puis voilà. Mais j'ai comme très vite compris, très vite, entendons-nous, au moment du 3e livre, La promeneuse et l'oiseau, que non. Là, il fallait que j'accepte d'avoir cette voix, d'entrer dans ce qui pouvait être dangereux, qui pouvait être le début d'un cri, qui pouvait me mettre en péril. D'ailleurs, c'est Philippe Roth qui disait à Libération, en 2007, je crois, quand il y a un écrivain dans une famille, cette famille-là, c'en est fait d'elle. Alors, je sentais qu'il y avait aussi chez moi quelque chose de cet ordre-là. Et pour les gens qui ont lu Le Torrent d'Anne Hébert, j'avais une mère qui pourrait, à sa manière, sans être la grande Claudine, qui avait quelque chose de sa génération aussi. C'est ma fille, mon mari est mort, je m'occupe d'elle, elle fera pas de folie, je vais la tenir,
elle dira pas ce qu'elle veut, elle fera pas ce qu'elle veut. Et donc, j'étais sous son emprise et je crois que je l'ai été très longtemps. Je dis tout ça et il y aura une question sur l'autobiographie après, oui, plus tard. Oui. Donc, voilà, dans La promeneuse et l'oiseau, je me suis permis donc d'aller là où c'était dangereux, mais je le fais accompagner. Tu vas revenir aussi sur la sororité. Ouais. Je le fais accompagner et c'est là que je dis à deux, c'est plus facile. Mais il y a quelque chose dans l'écriture de ce livre-là, tu sais, qui annonce un peu ce qui vient par la suite dans la densité aussi, dans l'espèce de flot d'écriture comparé au premier livre où c'est plutôt des petits blocs de poèmes et tout. C'est peut-être ça que tu veux dire par poétique, mais là, c'est comme si la parole était déliée, puis tout d'un coup, ça sort. Là, tu as dit beaucoup de choses, puis il y a comme, pas 1000, mais 3-4 questions différentes. Donc là, j'ai envie de parler à la fois d'ébranlement et de trouver sa voie, puis à la fois de danger. Donc, je ne sais pas laquelle choisir en premier. On va parler de l'ébranlement. Tu as parlé de trouver cette voie-là, justement. Il y a eu des rencontres importantes, des rencontres littéraires d'abord importantes sur ta route, celle avec Anne Hébert, notamment la figure de la petite morte. Tu as trouvé quoi, autre que la résonance avec le personnage de François? Qu'est-ce que t'a apporté la voix d'Anne Hébert? Bien, sûrement une exigence d'aller au fond de soi et de ce que j'appellerais maintenant un désir, même si au départ j'ai dû accepter ce désir-là qui était latent, qui était recouvert de plusieurs couches de protection. Alors il a fallu que je le désembourbe, que je le désencombre pour pouvoir me dire oui, voilà, mon désir est là et je dois y aller, même si, bon. Et il y a une passion aussi. Chez Anne Hébert qu'on sent énormément et je voulais sortir de cette petite morte, mais il y a quelque chose de beau dans le tombeau des rois d'Anne Hébert parce que la petite morte, elle est là, mais elle va se lever. Donc, il y a quelque chose de vivant. C'est une petite morte qui est capable de poser des gestes, qui est capable de se dire, voilà, je pourrais être debout. Et j'emprunte aussi à Anne Hébert cette idée de l'ombre et de la lumière, passer de l'ombre à la lumière. Mais je pense que dans chaque livre, c'est ce que j'ai envie de faire aussi, la traversée du tunnel d'ombre pour arriver au bout à de la lumière. Évidemment, j'aurais appris dans le grand temps qu'on a beau désembourber, il y a toujours de l'ombre supplémentaire qui vient s'ajouter à l'ombre et on n'en sort jamais. Mais au moins, on peut, grâce à certains livres qu'on écrit, à certains livres qu'on lit aussi, à des œuvres qu'on voit, je pense même à la danse, au cinéma, tout ce qui anime, qui nous permet de brasser ce qu'il y a à l'intérieur et qui pourrait rester dans l'inconscient longtemps, mais le jour où ça deviendrait conscient, ça serait dangereux. Voilà, donc c'est peut-être ça chez Anne Hébert, ce passage-là de l'ombre à la lumière, avec cette passion qui était la sienne. Et puis, il y en aura d'autres images, bien sûr, d'autres. La semaine dernière, j'étais à la Fondation Guido Molinari, où l'artiste, peut-être que certaines d'entre vous la connaissent, Irène Fouetôme était là pour parler de son travail. J'avais déjà fait un livre avec elle qui s'appelle « La répétition à partir de sa salle de classe ». Et elle parlait elle-même de son cheminement en disant « J'ai eu 3 mentors dans ma vie ». Donc, elle, c'était Beuys, c'était Rothko. Moi, Anne Hébert serait une de mes mentors, mais je parlerai plus tard, quand j'ai découvert, que j'ai accepté plutôt de découvrir, grâce à Philippe Eck, qui avait été dans ma classe à l'université au moment de la licence. Il a écrit 2 gros bouquins sur la littérature québécoise publiés dans les années 70, où là, il m'a remis en contact avec la vie poétique actuelle qui était dans les années 60-70. C'est grâce à lui que je me suis permis d'entrer dans l'écriture des Herbes rouges, par exemple, de la Barre du jour, de la Nouvelle, et de lire pour de vrai 2 femmes qui ont aussi marqué ma vie au Québec, Nicole Brossard et France Théoret, et pour des raisons différentes, c'est-à-dire une est plus près de la forme qui va se rendre à l'émotion, puis l'autre part de l'émotion pour se rendre à une forme. Enfin, je
à ma manière, je vous parle des deux, à vous de les lire, mais c'est deux femmes qui ont été et qui sont encore très importantes, bien qu'elles aient à peu près mon âge. Mais elles ont eu cette chance de s'en sortir plus rapidement que moi. Mais elles continuent de m'habiter, si je parle d'ici. Si tu veux d'autres noms, je pourrais dire qu'en Europe, il y a Marguerite Duras, bien sûr, quand elle parle du déchiffrement, cette nécessité du déchiffrement. Nathalie Sarraute. Je parle beaucoup de femmes parce que il y a été un moment où, quand moi j'étais étudiante en lettres et quand j'étais à Basile-Moreau, dans un collège, c'était surtout de la littérature masculine qu'on lisait. J'ai lu des chefs-d'œuvre, bien sûr, mais le jour où j'ai eu accès à la littérature des femmes, j'en ai lu un peu plus que je n'ai lu d'hommes, bien que je lise encore des écrivains, bien sûr. Je lisais dans un entretien que tu as accordé à Dominique Tardy, justement, que ces femmes-là, Nicole Brossard, France Théoret, avaient vraiment participé à te faire basculer pour de bon du côté de la liberté. J'imagine que ça s'est manifesté d'abord à la fois par une grande, je veux dire le mot, consommation, dans le sens où une grande lecture, puis ça a permis de mettre en marche aussi après ta propre écriture. Oui, tout à fait. C'est vraiment elles qui ont éveillé en moi ce que j'avais tenté de tuer complètement, ce désir de rébellion, tout ce qui avait été empêché en moi, tous ces non-dits, tout ce qui... et que j'acceptais, je veux dire, en petite fille sage qui tourne et puis qui accepte d'être la petite toupie qu'on fait tourner et qui dit oui, oui, oui. Et puis un jour, on se dit non, mais je ne peux plus continuer comme ça, il faut que j'arrête de tourner, il faut que j'arrive à dire un petit peut-être et peut-être au bout du compte un non. Oui. Ben là, tu m'amènes au danger, justement. Puis je vais te citer dans ce livre, je le montre. J'ai parcouru pas mal ton œuvre dans les dernières semaines, derniers mois. Puis ça, c'est vraiment une découverte. Lisez-le, je vous en supplie. Ce fauve le bonheur. Tu écris dans ce livre-là, « Certains mots détruisent l'équilibre du monde ». Puis au printemps dernier, je t'entendais au micro d'Émile Perrault dire justement que au début de ta pratique, tu pressentais que la littérature avait quelque chose de dangereux, qu'il y avait un danger. Peux-tu nous en parler un peu plus? Quel danger tu pressentais? Puis est-ce que ce danger-là est toujours présent après toutes tes années de pratique? En fait, pour répondre à cette question-là, il faut peut-être que je réponde à une autre question que tu me posais dans celle que tu m'as envoyée, sur justement le rapport à l'autobiographie. Oui, oui. Et effectivement, ce que dit Louise Dupré un jour dans un de ses livres, Tout près, elle dit « Écrire commence par une trahison ». Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Parce que moi aussi, je dirais que c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu un milieu, il y a eu des gens, il y a toute une société qui nous a portés, qui nous a permis d'être où on est, de ce moment de réflexion, de pensée, d'écriture. Et là, on s'apprête à, comment dire, à mettre le couteau dans ça. Et c'est ça qui nous met en danger. On parlait tout à l'heure de La promeneuse et l'oiseau, et je me souviens que pourtant, c'est plus pour moi de l'autofiction que de l'autobiographie. L'autobiographie étant la narration d'événements réels qui nous sont arrivés, puis on les raconte, comment j'ai vaincu mon alcoolisme ou comment je suis devenue championne de tir à l'arc ou je ne sais pas trop. Et ça, on fait ça au jour le jour, et très souvent, on est aidé par quelqu'un pour le faire quand c'est de l'autobiographie et tout. En fait, mon travail n'est pas là, ne se situe pas là. Je le situerais davantage du côté... Là, tu me rappelleras ta question après, parce que je sens que je vais la perdre. Il se situerait davantage du côté de l'écriture, justement. Je veux faire de l'écriture avec ce que je connais le mieux, qui est ma propre intimité et mes propres douleurs, mes propres blessures. Et je me dis qu'en allant au fond de ce qui est en moi de vrai, de privé, peut-être que je découvrirai, c'est mon espoir en fait, que je découvrirai ce qui appartient à tout le monde. Parce qu'il y a une part de nous qui est l'humanité d'une certaine façon.
Et c'est à ça que je voudrais arriver. Et c'est par le biais d'un travail avec les mots, avec le langage, avec la forme. Alors, c'est... Par exemple, tu parlais du saut de l'ange. Alors, le saut de l'ange, c'était Jean Royer un jour qui m'avait entendu dans un colloque de l'Académie. La question était « Quels sont les livres qui vous ont fait ?» Alors, tout le monde repartait de loin, bon. Et moi, je me suis dit, mais ce qui m'a fait, c'est quand mon père est mort, je venais d'avoir 5 ans, c'est ma grand-mère qui, pendant que ma mère travaillait, puis que ma tante aussi travaillait, qui devait être la seconde gardienne, ma grand-mère me gardait et m'a un jour raconté, c'était pas un livre, mais m'avait raconté l'histoire de Barbe Bleue. Et évidemment, pour une enfant, Barbe Bleue, c'est une histoire épouvantable. Je veux dire, c'est terrible. Et pourtant, je redemandais continuellement à ma grand-mère de me raconter cette histoire-là à peu près tous les jours. Elle me prenait dans ses bras, elle me serrait très fort, je sentais son souffle, son tremblement, sa voix. Et c'est avec tout son corps qu'elle me racontait Barbe Bleue. Et dans le fond, elle n'était pas consciente, on vivait dans un milieu très puritain et tout ça. Elle ne se rendait pas compte que dans sa voix, dans son souffle, dans son corps, il y avait quelque chose de très sensuel, qui me protégeait contre le danger, mais qui, en même temps, m'ouvrait la porte de ce qui était l'imaginaire, de ce que ça pouvait être, de dire des choses terribles ou d'écrire des choses terribles. Alors, Jean m'avait donc entendu raconter cette histoire-là. Il m'avait écrit, « Denise, je pense que ça serait bien que tu écrives un récit. Je vois que tu es prête à ça. » Et c'est comme ça que longtemps, j'ai tourné autour du pot et je me suis dit, mais je ne veux quand même pas faire de l'autobiographie. Comment raconter cette grand-mère ou d'autres choses autrement? Et là, il y a des choses extraordinaires dans les vies et il faudrait que je retrouve ma citation. Je l'ai souvent citée, Peter Handke, dans l'histoire du crayon. Que de choses ressemblent à ce qu'on cherche quand on cherche quelque chose. Et oui, je cherchais quelque chose et je me suis souvenue d'avoir lu un des derniers livres de Nathalie Sarraute. Et dans ça, elle dit, on entre dans le bonheur. Puis je l'avais souligné, je me souvenais, je pense à droite, tel livre, et il était souligné, on entre dans le bonheur, pieds et poings liés. Et je me dis, c'est vrai que j'ai eu au bout du compte une enfance heureuse. J'ai été choyée par ma grand-mère, mes tantes, ma mère, on m'aimait, on me berçait. Mais c'était ce fauve le bonheur. Bonheur s'écrit avec un B majuscule parce que justement, c'est un bonheur obligatoire. Oui. Il faut que tu sois heureuse, ma fille. T'es entourée, tout le monde t'aime, tu as de quoi manger, pas pauvre complètement. Voilà, il faut que tu sois heureuse. Et tu peux pas dire, mais j'aimerais autre chose, j'aimerais ça sortir, j'aimerais ça penser par moi-même, j'aimerais ça trouver des mots qui m'appartiennent, parce que ça, c'est dangereux, trouver les mots qui nous appartiennent pour les gens qui nous entourent. Parce que c'est ça qui met en péril. Ta question, c'était sur le danger. C'est ça, la pensée, la réflexion, c'est ça qui met la société en danger. C'est pour ça qu'on n'encourage pas, ou qu'on n'encourageait pas, quoi qu'on n'est pas sûr qu'on encourage encore, la lecture, l'art, l'ouverture, parce que ça ébranle une société. Mais oui, une famille, mais une société plus large aussi. Bien, au sujet de l'autofiction, tu me disais que tu te méfiais aussi de cette question-là parce que ça semble laisser parfois, pas l'autofiction, mais l'autobiographie, plutôt tout le côté, toute la recherche de création et d'écriture, ce qui est extrêmement important pour toi. Dans ta pratique, toi, puisque ton œuvre puise dans cette matière tellement intime et personnelle, les lieux de ton enfance, du deuil, de la noirceur et tout, cet équilibre-là entre revisiter certains éléments, certains événements de ton existence et la recherche, l'écriture, la création, tu trouves comment cet équilibre dans ta pratique? Par des centaines de brouillons, de réécriture, de comment
à partir d'un événement qui, justement, voilà, est là, à m'apporter une douleur très intime. Comment faire que ça rejoigne d'autres? C'est la question que je me pose et c'est tout le travail d'écriture, de quête. Et c'est là que d'autres lectures m'aident aussi. Tu sais, quand j'étais heureuse quand on y arrivera au dernier livre tout à l'heure. Ulysse, j'écrivais parce que ça avait été une commande, on y reviendra, mais au moment où je paniquais, parce que là, je me disais, ce manuscrit-là, il me résiste, qu'est-ce que je fais? Et j'ai écrit à Stéphanie Béliveau, une artiste encore là, plus jeune que moi, dont je connais le travail depuis très longtemps. On s'était dit, on va travailler ensemble. Et là, je lui écris, j'écris Stéphanie, je t'envoie quelque chose si tu veux, mais je ne sais pas si tu es là, tu me diras non si tu ne veux pas. Et elle me réécrit, ben, dis-moi. Donc je lui envoie le manuscrit, l'état dans lequel il était, et elle me réécrit en me disant, voilà, oui, je suis là, je rentre. C'est un texte de survie, j'y tiens, et elle me dit, moi aussi je suis là. Et ça, je trouve que c'est magnifique, justement, encore là, ne pas se sentir seul. Et c'est là, passer du jeu intime à un jeu qui rejoint l'autre. Et même une de mes éditrices me disait, ben, moi aussi, même si je suis plus jeune, je suis là aussi. Et tout à coup, je reçois aussi des petits mots, des commentaires. Puis je me dis, ben voilà, au bout du compte, je ne suis pas seule. On pense qu'on est seul à vivre une chose, et non, c'est très, très partageable. Et même s'il y a des différences, même si quelqu'un me dit, ben d'ailleurs, moi, ce qui m'a amené à Ulysse, c'est Hélène Cixous, avec son « Homère est morte ». Hélène Cixous, qui a eu sa mère jusqu'à l'âge de 102 ans, et qui a écrit « Homère est morte », comme un grand, grand, grand chant d'amour à sa mère. Et je me suis dit, moi, je ne suis pas là. Mais Dieu, que ça me fait du bien de lire ça. Comme c'est bon à lire, comme je l'envie aussi, bien sûr. Mais ça m'a aussi donné envie d'aller vers autre chose, autrement, avec cette mémoire que je porte en moi. Mais c'est ça, c'est comment faire pour passer de ce qui est très, très, très intime à l'autre. On revient toujours à ça. À l'autre qui bat en nous, ou qu'on voudrait qu'il batte en nous. C'est ça l'écriture. C'est toi-même. Oui, là, vous l'avez peut-être remarqué, tu nommes, tu convoques plein d'auteurs et d'autrices, donc ça m'amène à parler de la citation. Je vais moi-même te citer dans Ce désir toujours, un autre livre vraiment extraordinaire que j'ai découvert sur ma route, un abécédaire, donc, dans lequel tu écris « Car mon écriture ne prend son élan que portée par des pensées et des images murmurantes, arrivées du proche et du lointain qui m'accompagnent où que j'aille et me fortifient. » Donc, la citation, c'est omniprésent dans tous tes livres. Les citations ouvrent les poèmes, tu les intègres parfois, c'est toujours là. J'ai l'impression que ta pensée, elle se forme, elle circule à travers ça, elle évolue à travers la parole des autres. Pourquoi c'est important? C'est si important pour toi de fréquenter puis de citer les autres écrivains et écrivaines? C'est ça. C'est de ne pas être seul. Ouais. Il y avait eu un colloque à Rimouski sur le travail de Normand de Bellefeuille et le mien, il y a très longtemps, en 93. Normand de Bellefeuille, lui, avait beaucoup travaillé en complicité avec des auteurs. Et moi, j'avais déjà beaucoup écrit à cette époque-là avec des artistes visuels, Michel Goulet, Francine Simonin, Betty Goodwin, enfin plein d'artistes. Et le colloque portait sur ça. Et dans ma communication à moi, j'avais dit, en fait, je me sens avec les œuvres comme si j'étais un oiseau de proie. Mais je le fais avec le consentement des artistes. Je me sers de leur œuvre pour me nourrir, pour rester vivante, pour arriver à ce que l'écriture
bon, d'une part, ne ronronne pas, parce que comme je le disais Ouais. au tout début, le danger, c'est quand on écrit beaucoup, c'est de se redire, se refaire, reprendre les mêmes formules. Et quand on va chercher ailleurs, chez les autres, ben, ça amène des pistes nouvelles, ça ouvre des portes qu'on aurait probablement seul laissées fermées. Je pense, par exemple, dans Elle, Ulysse, par exemple, je cite Daria Colonna, qui est cette jeune écrivaine qui a publié 2 ou 3 livres, je pense. Puis, elle va parler des mères, elle va dire Dieu, quand la mère est morte, c'est pire, Dieu qu'on se sent hanté, Dieu qu'on se sent hanté. Et je me disais que cette jeune femme-là arrive à dire une chose comme ça. Ce livre-là m'a beaucoup marqué. Et les exergues, c'est parce que justement, ce sont des textes qui, de près ou de loin, m'ont permis d'ouvrir mon territoire plus largement, de m'ouvrir à l'autre, mais à moi-même aussi. Parce que partant du petit milieu qui était mon monde à moi, il fallait que j'ouvre et ouvrir, ben, ça prend, oui, ça prend un pieu, ça prend plein de choses, mais ça prend surtout des voix qui murmurent, des voix qui crient, des voix qui ont défriché le terrain avant nous et qu'on a besoin de sentir tout près quand on avance dans son propre chemin. Il y a les écrivains, les écrivaines qui accompagnent à travers leurs livres, mais il y a aussi les personnes qui accompagnent dans la vraie vie. C'est impossible de parler avec toi sans parler de ça, de l'amitié, de la sororité. Et là, je vais te surprendre, j'ai une surprise pour toi. J'avais envoyé les questions à Denise, mais il y avait un petit élément de surprise. Avant de parler de ça, de l'amitié, de la sororité, je t'annonce que j'ai invité 2 personnes qui sont chères à ton cœur, à me parler de toi, en fait, à me parler de l'amitié qu'elles entretiennent avec toi. Donc, je vais te lire, si vous me permettez, leurs petits mots. Et ce qui m'importe dans l'amitié que nous avons, c'est le partage et l'écoute mutuelle qui nous animent l'une pour l'autre par les liens que nous avons développés au cours des ans. Elle m'a beaucoup donné sur le plan littéraire et aussi au niveau du cœur. Elle m'a toujours encouragée dans ma voie d'écriture, gardienne sensible et amène. Denise est l'une de nos grandes poètes que j'honore car elle est en constante évolution. Son écriture se fait toujours contemporaine, exploratoire, prenant les risques d'aller vers de nouvelles voies, aussi parce qu'elle est ouverte au monde, ouverte à la rencontre, curieuse des écritures qui se font. Elle écrit avec les autres, généreuse de nommer des poètes de toutes les générations. Voilà, en quelques mots, dire combien je l'aime. Ça, c'est signé Diane Régimbald. Et j'ai un autre mot. La poésie de Denise Desautels me parle intimement. Elle rejoint en moi l'enfant inconsolable que le poème parfois illumine, selon la belle expression qu'on peut lire dans Leçons de Venise. Cette enfant blessée, mais qui se veut vivante, aimante, tournée vers le monde, cette enfant présente en chacun de nous qui demande un peu d'attention et d'empathie. Denise me propose une réflexion profonde sur des sujets qui me touchent, comme la relation à la mère, le lien aux autres, le deuil, le vieillissement, l'art et l'écriture. Grâce à sa poésie, je peux atteindre des parties inexplorées du cœur où la douleur donne accès à la lucidité et où le noir débouche sur la lumière. Sa poésie m'est nécessaire. Ça, c'est signé Louise Dupré. Donc, elles apportent quoi à ta vie? Autant ta vie de femme que ta vie d'autrice, ces personnes que tu nommes amies qui t'accompagnent. Je vais d'abord digérer ça, là. Je t'ai donnerai si tu veux. C'est beau. C'est difficile de parler après des beaux témoignages comme ça. Merci. Mais tu as dit que l'écriture, donc tu as dit elle m'apporte la même chose. Que l'amitié des femmes t'avait sauvée. Oui. Elles sont là et elles sont, voilà, des anges qui veillent sur moi et sur lesquels j'essaie de veiller aussi quand c'est possible. Je sais que je peux compter sur elles, sur leurs mots, mais aussi sur leur présence. On a l'une et l'autre, avec Louise, avec Diane, on s'est envoyé des manuscrits avant de les envoyer aux éditeurs, souvent, éditeurs, éditrices, pour
justement comment dire, se rassurer un peu ou même se dire, ben peut-être que ça, as-tu envie de revoir, mettre des points d'interrogation en marge du manuscrit. Or, c'est bien de pouvoir compter sur des gens qui... Moi, j'ai pas de sœurs, donc elles sont comme des sœurs, des sœurs choisies, ce qui est bien. J'en avais une qui était entrée dans ma vie l'année de la mort de mon père. J'en ai fait un livre quand elle est morte. Elle traverse plusieurs de tes livres, cette oui, amie-là. Tombeau de loup. Mais c'était celle qui était le plus près de moi. Et puis, Louise et Diane sont entrées dans ma vie et elles jouent un peu ce rôle-là de sœur choisie, avec qui, oui, c'est possible de parler de ce qu'on dit peut-être à personne parfois, qui les secrets des petites filles, même quand on devient des vieilles filles, vieilles dans le sens de âgées. Il y a quelque chose qui est beau, qui me rassure aussi, qui fait du bien. Et comme je le disais souvent, je pense que je l'avais écrit pour le texte sur la vulnérabilité, j'ai eu l'impression qu'effectivement, d'avoir été empêchée, comme je le disais tout à l'heure, aimée, puis en même temps empêchée, entravée par des femmes, parce que mon enfance est bercée de femmes, mais au moment de l'adolescence, celles qui m'ont permis de ne pas, entrer à l'asile d'aliénés ou me pendre dans un placard, ben ça a été deux amis très intimes qui étaient là et qui me disaient, mais Denise, quand même, sors de cet appart, sors de cette maison, faut que tu t'en sortes, faut que tu... Bon, mais à l'époque, je n'étais pas prête encore, mais elles m'ont sauvée. Et dans la vie, après, c'est vraiment la présence des femmes à mes côtés, mis à part mon amour qui est parmi vous, qui ont été là pour comprendre que la vie n'est pas toujours facile pour tout le monde, mais on a chacune, ce qui est beau, autant Diane que Louise et moi, des douleurs. Pas les mêmes, mais certaines qui se ressemblent. Des douleurs semblables qui finissent par certains côtés, encore une fois, par se rejoindre. Diane a écrit sur sa mère, elle voudrait l'ailleurs encore. Louise a écrit L'homme au camion récemment. Et encore une fois, même si ce n'est pas des expériences que moi j'ai connues, mais j'ai lu ça avec beaucoup d'amour, d'émotion. J'avais vraiment l'impression qu'on me parlait à l'oreille un tout petit peu. Et comme j'avais eu la chance d'en lire un peu avant, d'en entendre parler avant, de savoir le trajet avant que ça apparaisse, ben, je pouvais entrer davantage dans tout ce qui précédait la parution, c'est-à-dire toute l'angoisse qu'on porte en soi quand on sait qu'on va écrire un livre qui, oui, nous met en danger. Je veux dire, pour Louise, c'était la première fois qu'une telle vérité sortait, une vérité qui devait supposément rester secrète. Donc, il y avait quelque chose chez elle, il fallait lui dire, mais tu as le droit, c'est ta vérité à toi, tu as le droit d'en parler. La même chose pour Diane, je veux dire, qui revenait à Montréal et sa mère n'était plus là. Donc, c'était chose, on avait partagé ce qui est à l'origine de ces textes essentiels pour elle, comme elles ont partagé avec moi plusieurs de mes textes. Merci. Oui, je trouve, petite chose que j'ajouterais, je trouve que, même si je suis beaucoup plus âgée que toi, tu pourrais être ma petite fille, j'ai l'impression que je fais quand même partie d'une génération, peut-être la première, à avoir la chance d'être amoureuse d'un homme et pourtant d'avoir la chance d'avoir des amis, de ne pas être coupée de mes amis et de pouvoir en développer indépendamment de l'amour. C'est tellement important, la présence de l'amitié. Sans ça, on perd quelque chose d'important. Ça revient à la fameuse famille choisie dont on entend souvent parler maintenant, puis tu disais que tu n'avais pas eu de sœur, donc c'est comme une espèce de
de sororité Oui. choisie, vraiment, ça devient comme la famille. Oui. Dans la présentation que j'ai faite en début d'entretien, qui est ta notice biographique, la première phrase de cette présentation-là, c'est que tu es une poète engagée dans le milieu littéraire québécois et francophone. Moi, cet engagement-là, je le vois, je le perçois partout, à la fois dans la durée, dans la richesse de ton œuvre, dans les thèmes que tu abordes, dans les liens que tu entretiens justement avec tes pairs. Pour toi, ça veut dire quoi, être une poète engagée? Ça veut dire quoi, être engagée en poésie? Au premier plan, être engagé dans l'écriture poétique, c'est-à-dire ce type d'écriture qui, pour moi, est une écriture qui pose des questions, en fait. Chaque livre est là pour multiplier, à mes yeux, le champ des questions. Il n'y a pas de réponse pour moi. Au contraire, je m'aperçois que tout ce qui me hante à la fin d'un livre me hante avec encore plus de diversité, plus d'ouverture et tout un langage qui est différent de celui des politiciens, par exemple. Il n'y a pas de réponse, il n'y a que des questions qui sont soulevées. Alors, la première chose, c'est ça, cette espèce de possibilité de la pluricité, de la polysémie, de l'imaginaire, même quand comme moi, on travaille au plus près au départ de ce que sont les faits réels, grâce à l'écriture et à l'imaginaire et à la pensée et à l'écriture des autres et tout, ben, ça amplifie cette réflexion et ça l'oblige à être plus large, plus vaste et plus abondante aussi. Ça serait le premier niveau. Après, c'est comment donner à la poésie, qui est la marge de la marge. Si on dit que la littérature, c'est en marge, la poésie, c'est la marge de la marge, disons. Comment faire en sorte que cette poésie qui est en marge, arrive à rejoindre les autres. Et je crois que prendre la parole, accepter de faire des lectures publiques, en susciter même, c'est ce qu'il y a d'important. Puisque je m'aperçois moi-même que quand il y a une voix que j'entends sur scène, par exemple de quelqu'un dont je ne connaissais pas le travail, de l'entendre lire, je trouve ça important. Parce que je repars avec son livre, mais pas uniquement avec le livre. Je repars avec le souffle, avec la voix, avec le rythme. Et quand moi, je vais me retrouver tout seul avec le livre, c'est avec tout ça que je vais le lire. Et Dieu que ma lecture va être enrichie. Je vais entrer davantage dans le texte que me dire, ah ben oui, c'est une page, et puis il y a du blanc autour, puis bon, non. Et la page, je peux la relire plusieurs fois, comme on regarde un tableau abstrait, puis qu'on peut commencer à gauche, en bas, à droite. Il y a ça avec l'écriture poétique. C'est sa multiplicité de lectures possibles. Et l'engagement, c'est faire vivre cette écriture-là, faire vivre évidemment l'écriture des femmes. Et je peux dire que maintenant, ça va mieux, mais il y a 40 ans, faire des voyages en France et utiliser le mot féministe ou utiliser le mot j'écris au féminin ou oh là là, j'avais même des amis très intimes qui disaient non, Denise, nous ici on dit pas ça, non moi je veux pas dire ça. Je disais, mais moi je suis québécois, moi je peux le dire. On est plus fantaisiste, on est plus spontané quand on est à l'étranger. Maintenant, je pense qu'en France, les choses se sont beaucoup ouvertes. Mais ça leur a pris... Elles ont eu besoin de plusieurs générations d'écrivaines francophones, dont Madeleine Gagnon, Nicole Brossard, Denise Boucher, qui ont pu susciter chez des générations d'avant en France ce désir de parler au féminin. Et puis, l'écriture tout à fait large. Et aussi ce dialogue maintenant avec les écritures qui viennent d'ailleurs et qui viennent nourrir aussi ma propre écriture. Oui. Parce que oui, le Québec, c'est beau. Oui, on a ici des écrivains et des écrivaines d'un très, très grand talent. Lisez aussi Valérie. Hein? Oui. Mais je pense qu'on doit aller ailleurs aussi. On doit aller chercher ailleurs ce qui nous ouvre encore davantage à une humanité qui a drôlement besoin qu'on en prenne soin. On ne peut pas la guérir, comme dirait Vanessa Younsi, un livre à lire aussi. Hein. Soigner, écrire, c'est un magnifique livre. On ne guérit pas,
mais on soigne. Tu m'as fait une si belle transition vers ma prochaine question, s'ouvrir à l'autre, à l'ailleurs. Un autre sujet incontournable quand on parle avec toi, c'est le lien privilégié que tu entretiens avec le milieu, avec les arts visuels, en fait. Nombre de tes livres ont été écrits. Tu sais, tu as parlé de commandes tout à l'heure. Il y a des livres qui ont été inspirés ou que tu as écrits comme à la suite de... Là, je vais nommer quelques noms parce que tes livres sont truffés d'œuvres de grands artistes. Léon Bellefleur, Ariane Thésée, Francine Simonin, Martha Townsend, Monique Bertrand, Alain Laframboise, Sylvie Cotton, Stéphanie Béliveau. Évidemment qu'il n'y a pas de recette. J'imagine que chaque rencontre est différente, mais qu'est-ce qui fait passer... c'est quoi le déclic entre le bouleversement initial qui est provoqué par une œuvre, mais qui va mener à l'écriture, qui va mettre en marche le poème, le projet poétique? Il n'y a pas de recette, hein, comme tu le dis. Je pense que si je prenais chacun des livres puis qu'on les regardait, puis que j'essayais de vous en expliquer la démarche, enfin le point de départ, puis ensuite la démarche, on en arriverait à, disons, à 40 ou 50 formes différentes. C'est, comme je le disais tout à l'heure, mes deux exemples, c'est-à-dire l'exemple de Sylvie Cotton, où là, c'est l'œuvre au musée ici à Québec qui est un déclencheur et puis qui va m'accompagner pendant tout le livre. Et l'œuvre et l'artiste elle-même, à un moment, dans son cas, les deux ont joué très, très fort. Alors que Stéphanie Béliveau, je la connaissais depuis longtemps. Encore une fois, on devait travailler ensemble. Et puis, tout à coup, je me dis, c'est vers elle que je vais aller. J'avais vu, je viens de parler de soins d'ailleurs, elle avait fait une superbe expo. Il y a un livre qui existe au Noroît, très beau livre sur cette expo-là, Prendre soin, je crois, qui avait eu lieu à la Maison de la Culture, Côte-des-Neiges. Et probablement que c'est ça qui m'est revenu en tête et je me suis dit, oui, j'ai besoin d'une œuvre comme la sienne pour avancer dans mon projet. D'autres fois, dans le cas d'Alain Laframboise, c'était lui qui un jour m'avait dit « Est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? » Je dis « Oui, mais offre-moi quelque chose, viens, donne-moi des images, suscite en moi des images. » Et puis, on était allés, il y avait un vernissage un soir à la Galerie Graphe à Montréal, et puis après, on se retrouve au restaurant, on est très, très, très nombreux. Et puis, il me donne une petite boîte emballée comme un cadeau. Puis je me dis, hey, c'est surprenant qu'il sache que demain, c'est mon anniversaire. Alors qu'il ne le savait pas. Puis à l'intérieur, il y avait toutes les photos couleurs, format, je ne sais pas, moi, 6-8 ou 9-11, je ne me souviens plus, de l'expo. Puis il m'avait dit, ben voilà, tu veux écrire, écris. Et voilà. Mais là, ce qui est étrange, oui, j'étais emballée par l'expo. J'avais fait une demande de bourse au Conseil des arts et des lettres du Québec pendant l'été, en mettant l'accent sur toute la sensualité de ces œuvres qui pouvaient faire penser à du Caravage ou de la Tour, avec des couleurs, des noirs, enfin... Et je me disais, c'est magnifique, et je vais aborder autre chose que le deuil. Mais c'était très naïf de ma part, d'abord parce que la grande amie dont je parlais tout à l'heure, on a appris qu'elle avait un cancer pendant l'été et elle est morte en décembre. Je devrais commencer mon projet en janvier. Alors là, je me dis, non, il y a un problème, ça ne sera pas ça. Alors Alain et moi, on se rencontre et je lui dis, mais là, c'est pas du tout ça. Et il me raconte, mais il me dit, mais Denise, il n'y a pas de problème. Moi, ces œuvres-là, je les ai faites quand mes parents sont morts. Je ramassais des objets. Je les ai tous rapportés dans mon appartement. Je les ai installés un peu partout. Et puis, une nuit de très grande mélancolie, je n'ai ouvert que des petites lumières et j'ai fait ces photos-là dans ce deuil et cette mélancolie. Alors, tu te lances, tu vas comme tu veux. Et les regardant, et là, c'est là qu'on voit que parfois on regarde, on voit ce qu'on veut voir de la façon dont on veut les voir. Parce que là, je regardais les photos, puis je me disais, mais c'est pas possible que je n'ai pas vu que c'était ces photos-là, deux petites poupées dont une est très, très ébréchée, des seaux d'un salon funéraire en forme de cercueil, une petite bicyclette appuyée sur ça.
Je me dis, mais pourquoi j'ai refusé de voir tout le côté mortifère, comme si on m'avait annoncé quelque chose que je n'avais pas voulu voir. Mais parce que tu voulais écrire sur autre chose que Oui, voilà. Denise, je ne veux pas avoir l'air abrupte, mais cette heure a filé à la vitesse de l'éclair. On arrive à la fin, j'ai vu la main de Julie me faire signe. Avant qu'on arrête notre entretien, j'aimerais te donner 2 minutes pour que tu nous lises, si tu acceptes, un extrait de Elle, Ulysse, ton plus... Est-ce que tu... Choisis-le. Ben, je ne vais pas choisir, mais j'ai le livre, donc je te laisse nous choisir peut-être un court extrait, 1 ou 2 minutes. Peut-être qu'il faut juste que je situe un peu, non? Je ne vais pas prendre trop de temps, parce que pourquoi Ulysse? C'était une commande de Catherine Mavrikakis qui s'occupe, avec d'autres, d'une revue littéraire numérique, qui a pour titre, universitaire aussi, qui a pour titre Muse Médusa, et chaque numéro porte sur une figure mythologique. Et je ne me souviens plus quelle était la première ou la deuxième de ces figures-là. Elle m'avait demandé, Catherine, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, et j'avais été obligée de lui dire non, parce que j'avais trop accepté de choses. Et là, pendant la pandémie, au tout début de la pandémie, elle m'envoie un courriel, puis elle me dit, là, cette fois-là, tu ne peux pas me dire non, c'est la pandémie, tu ne peux pas voyager. Alors, toi, la voyageuse, tu vas accepter Ulysse. Alors, je dis oui. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec Ulysse? Ben, oui. Alors, je l'ai féminisé, sauf que je suis allée beaucoup plus loin. Je l'ai féminisée, elle devient le je, celle qui voyage, et puis Pénélope devient sa mère. Alors, ça devient étrange. Mais au tout début, je dis elle, Ulysse. Elle, c'est moi, peut-être nous. Alors, ce que je peux faire, c'est vous lire les premières pages ou les dernières? Ah oui, non, allez-y. Oui? J'allais dire les premières. Les dernières, parce que c'était la première fois là où j'ai souvent abordé le rapport mère-fille, bien sûr. Mais c'est la première fois dans ce livre que j'avais, suite peut-être à l'influence d'Homère est morte, de Sixou, je me suis dit, et du livre de Louise Dupré, dont elle m'avait parlé avant même que je le lise, L'homme au camion, je me suis dit, il y a sûrement moyen de trouver en moi cet espace, parce que je sais que j'ai aimé ma mère, je sais qu'on aime, je sais qu'il y a quelque chose là, donc comment me réconcilier avec elle? Donc, dans les dernières pages, il y a un peu, mais dès le départ, mais il y a ce désir de réconciliation. Alors, pour vous, monsieur, alors, attendez, ce sont je ne vais pas en lire trop. J'ai 3 pages. 3 pages. Oui, je t'ai abandonné, entouré, et cependant me suis coupée de toi. Toi, t'en allant, bouche cousue, ton bagage de secrets en cendres, seul, anonyme, dans ce quelconque lieu, ton néant, ta fin. Maintenant qu'en moi tout va s'achevant, déjà apparaît Je peux pas. Oui, mais je vais essayer. Et pleure la mourante à venir, et murmure. Ah, je peux pas. J'aurais aimé vous le... mais je peux pas. Merci, Denise. Merci. Merci, Denise, énormément. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Julie. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci, Valérie.